Chers étudiants, tout d'abord je me présente devant vous, je suis Atman Ijbar, enseignant à la faculté des sciences de la nature et de la vie et je suis chargé d'enseigner le module de génétique générale et moléculaire. Je vais vous donner tout d'abord un aperçu global sur ce module, les grands axes et les grands chapitres qui le composent, notamment une grande partie de génétique générale qui est dédiée à l'enseignement des principes fondamentaux énoncés par Mendel. Il s'agit notamment des aspects de dominance à un seul caractère ou à deux caractères ou plusieurs caractères éventuellement, mais aussi de toutes les variations alléliques comme lorsqu'il s'agit par exemple de létalité ou bien de liaisons diverses, notamment les gènes liés au sexe, le linkage et les liaisons alléliques, la génétique humaine à travers l'analyse de pédigré, ou bien ce qu'on appelle communément l'arbre généalogique, et aussi un mot sur la génétique maternelle ou bien l'hérédité maternelle, celle qui est due à la présence essentiellement de mitochondries chez l'espèce humaine. On abordera par la suite, une fois qu'on connaît les grands principes de Mendel, on va aborder le karyotype et l'analyse des chromosomes dans leur configuration normale et dans le cas des aberrations chromosomiques, à savoir les anomalies de nombre et les anomalies de structure. Par la suite, nous allons aborder un chapitre non moins important qui est la génétique bactérienne et virale, et nous allons aussi profiter de la situation pour dire un mot sur le coronavirus. La génétique moléculaire représente probablement la plus grosse partie de ce module, étant donné qu'elle gère tout l'aspect de la structure et du fonctionnement du gène, à savoir la structure de l'ADN, sa réplication, donc la transmission de l'information génétique, les mutations et les réparations, la transcription, la traduction, donc en somme, tout ce qui se passe au niveau d'un gène, notamment pour le répliquer ou bien pour le faire fonctionner jusqu'à l'obtention d'une protéine fonctionnelle. Nous avons aussi une partie qui est dédiée à la régulation de l'expression de ces gènes, donc tous les phénomènes qui interviennent, comment faire synthétiser un gène, comment ne pas faire synthétiser un gène dans certaines situations. Donc cette expression est liée à des facteurs divers, extra-chromosomiques et chromosomiques aussi. Nous allons aborder une partie liée à la génomique, donc c'est toute cette partie des grandes structures des gènes. Et puis nous allons voir une partie dédiée au génie génétique, tout ce qui est technique de clonage, de séquençage, mais aussi de thérapie génique, pour voir par la suite les maladies héréditaires et génétiques, pour comprendre leur diagnostic et leur détection. Un mot sur le lien entre la génétique et l'évolution, et finalement un point de précision globale sur la génétique des populations et les théories de probabilité. Tout d'abord, avant d'aborder la question fondamentale de la génétique mendélienne, nous allons nous attarder un moment sur l'historique de la génétique et de la biologie moléculaire. On doit une grosse partie de cette génétique à Grégoire Mendel en 1865, lorsqu'il a énoncé ces fameuses lois de l'hérédité, ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Mendel. À ce moment-là, Mendel parlait de facteurs. Il n'a jamais parlé de gènes, il n'a jamais parlé d'allèles.
mais il parlait uniquement de facteurs transmissibles. Et puis, il y a eu la relation entre gènes et enzymes, la relation entre gènes et protéines qui est venue par la suite. Tout ça s'est fait petitement, graduellement, jusqu'à 1953, lorsque Watson et Crick énoncèrent le principe fondamental de la molécule d'ADN, de la double hélice d'ADN, ce qui est appelé par la suite le dogme central de la biologie moléculaire. Tout repose autour de ce dogme et autour de cette molécule qui est l'ADN, et c'est là qu'on trouve le code génétique, le message, l'ARN messager, l'information, comment elle va d'une cellule à une autre, d'un organisme à un autre, et finalement le secret de la vie qui est hébergé au niveau de cette molécule d'ADN. Et puis, entre 1953 et disons la fin des années, la fin du siècle dernier, le début du siècle actuel, il y a eu des avancées extraordinaires en termes de génomique, en termes de métabolomique, en termes de séquençage de la molécule d'ADN. Aujourd'hui, la molécule d'ADN est complètement séquencée, donc on connaît toute la séquence de tous les chromosomes de l'espèce humaine, et les mystères restent toujours à découvrir. Dans l'histoire de cette biologie moléculaire et de génétique, donc je disais tout à l'heure que Mendel était le père fondateur de la génétique, mais réellement après sa mort, parce que pendant son vivant, ses travaux n'étaient pas considérés à leur juste valeur. Mais c'est lui qui a réalisé les premières expériences d'hybridation en utilisant le pois de jardin, et c'est lui qui a abouti, grâce à ces expériences, à l'établissement des fameuses lois de la ségrégation des caractères. Entre 1866 et 1945, il y a eu l'énoncé de la théorie chromosomique de l'hérédité qui a été établi par Thomas Morgan. Lui aussi a obtenu par la suite un prix Nobel, à juste titre d'ailleurs, comme Watson et Crick, lorsque ils ont établi ou bien élucidé la double hélice d'ADN. Vous regardez ici, vous trouverez que Watson est toujours vivant. Par contre, Francis Crick est décédé en 2004. Arthur Kornberg, entre 1918 et 2007, il a consacré sa vie aux ADN polymérases, donc toutes ces enzymes qui interviennent dans la synthèse et la polymérisation de matrices ou bien de molécules d'ADN à partir de matrices préexistantes. David Baltimore, qui est aussi toujours vivant, qui est né en 1938, il a mis en place, ou bien il a trouvé, il a découvert une enzyme extrêmement importante qui s'appelle la reverse transcriptase, et c'est une enzyme qui a un rôle extrêmement particulier, notamment chez les rétrovirus, puisqu'elle permet la synthèse de double hélice d'ADN à partir de simples molécules d'ARN. Dans la génétique, il y a une question fondamentale, c'est que toutes les cellules contiennent globalement la même information génétique, et pourtant, nous avons un certain nombre de types cellulaires, quelques 200 types cellulaires dans l'organisme. Vous avez les cellules de la rétine, les cônes et les bâtonnets. Au niveau du cœur, c'est les cardiomyocytes, les hépatocytes au niveau du foie, les spermatozoïdes, les ovules.
au niveau des organes reproducteurs, les neurones et les astrocytes au niveau du cerveau, les macrophages, les hématies, les lymphocytes au niveau du sang, les kératénocytes au niveau de la peau, les adipocytes et bien d'autres cellules. Toutes ces cellules contiennent le même type d'information génétique, le même assemblage en chromosomes, et pourtant, elles ne synthétisent pas les mêmes protéines, elles ne s'organisent pas de la même façon et elles n'ont pas le même rôle. La cellule du cerveau, le neurone, est spécialisée dans la synthèse de neurotransmetteurs afin de véhiculer l'influx nerveux. Les cellules du cœur sont organisées de telle façon à assurer les battements réguliers du cœur. Les cellules de l'œil, au niveau de la rétine, sont spécialisées dans la vision. Tout ça pour vous dire que la molécule d'ADN à elle seule ne suffit pas pour faire fonctionner tout l'organisme. Donc, il existe au niveau des cellules des déterminants, des protéines, des facteurs qui font en sorte qu'un gène est exprimé en grande quantité, il est exprimé en faible quantité, ou bien il est complètement réprimé, mais ce même gène qui est réprimé, il est probablement activé dans un autre type cellulaire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les outils de la biologie moléculaire et de la biologie tout court, on constate une évolution remarquable. La biologie a commencé avec la chimie, notamment avec les éléments radioactifs. On marquait les éléments avec du carbone 14, avec du phosphore 32, avec un certain nombre d'éléments radioactifs, pour suivre par la suite leur évolution dans la cellule, dans un tissu, dans un organisme. Et de cette façon, on a pu découvrir, par exemple, que l'enzyme bêta-galactosidase est synthétisée chez les bactéries lorsque il y a un besoin, et ce besoin lorsque ces cellules sont placées dans un milieu qui contient du lactose. Et de cette façon, on a pu évoluer par la suite vers la centrifugation et l'électrophorèse. La centrifugation qui est basée sur tout simplement la migration vers le bas dans un tube des molécules les plus lourdes par rapport aux molécules les plus légères. L'électrophorèse est venue par la suite, qu'elle soit une électrophorèse sur gel de polyacrylamide pour les protéines ou bien une électrophorèse sur gel d'agarose pour les acides nucléiques, ADN et ARN compris. Cette électrophorèse est venue donner un coup de pouce à la biologie puisqu'elle a permis de séparer d'une façon nette et précise des protéines qui se ressemblaient en quelque sorte et qui ne pouvaient pas être séparées par centrifugation. L'hybridation moléculaire a été mise en place au début des années 70 du siècle dernier. Elle continue aujourd'hui à être utilisée dans les méthodes de séquençage que nous découvrons ici, notamment deux grandes méthodes, la méthode de Maxam et Gilbert et la méthode de Sanger, et aussi le séquençage du génome humain, donc a fait appel à notamment cette méthode de Sanger, mais aussi à toutes les méthodes d'hybridation moléculaire qui permettent de détecter, grâce à des sondes moléculaires radioactives, de détecter des séquences d'ADN dans des régions bien précises du chromosome ou bien carrément dans une cellule lorsqu'il s'agit d'une hybridation in situ. Nous arrivons par la suite au clonage. Le clonage
représente le début de la thérapie génique. Avec le clonage, on a su et on a pu cloner des séquences d'ADN particulières dans des organismes comme la bactérie. On a pu, par exemple, cloner le gène de l'insuline dans une bactérie et la bactérie, grâce à sa capacité de reproduction rapide, elle a pu produire de l'insuline technologique, on dira, comparativement à l'insuline physiologique. Mais la différence, c'est que la bactérie produit cette insuline en très grande quantité. On arrive par la suite donc à la thérapie génique et c'est de cette façon qu'on a pu modifier ou apporter des modifications à des génomes ou bien synthétiser des molécules d'importance comme l'hormone de croissance pour guérir les défauts de croissance et les problèmes de nanisme chez les enfants, mais aussi des molécules extrêmement importantes comme l'interféron qui interviennent dans certaines thérapies anticancéreuses. On ne peut pas aborder ce module de génétique sans prendre le temps nécessaire pour parler de la terminologie usitée en génétique. Vous savez, chaque matière, chaque groupe de matières, chaque discipline possède sa terminologie. Lorsqu'on parle de génération, c'est un terme purement génétique. C'est un terme dans lequel on trouve la génération parentale et les antécédents et les descendants. À partir de là, si on commence par une génération parentale d'aujourd'hui, on va la désigner par P1 et P2. Donc lorsqu'on réalise un croisement, on dira P1 croisé par P2. La descendance de ce croisement sera désignée F1, génération filiale issue du croisement entre les deux générations parentales P1 et P2. Il n'existe pas une F1 qui n'est pas issue d'un croisement entre P1 et P2. Et la même chose, lorsque on croise F1 entre eux, les individus de F1 entre eux, F1 croisé par F1, on va obtenir les individus de F2. Donc ainsi, on peut, à partir d'un croisement original, obtenir un certain nombre de lignées de stratification qu'on appelle des générations. Génération parentale, génération filiale 1, génération filiale 2, ainsi de suite. L'essence même de la génétique est liée à la présence des gamètes. Les gamètes sont issus de la spermatogénèse chez l'homme pour former les spermatozoïdes et de l'ovogénèse chez la femme pour former des ovules. Donc le spermatozoïde d'un côté et l'ovule de l'autre, lorsqu'ils se rencontrent, ils vont former un œuf fécondé ou bien un zygote. Le zygote, c'est la première cellule à deux N qui vient d'être formée suite à l'union de deux gamètes porteurs de l'haploïdie à N. Donc, le spermatozoïde est haploïde à N, l'ovule est haploïde à N, leur union fait ressortir un zygote à deux N, donc il est diploïde. La diploïdie chez l'Homo sapiens se distingue par la formule 46XX ou bien 46XY. Donc, comme vous pouvez le comprendre, 46XX chez la femme et 46XY chez l'homme. Et à côté, nous aurons les gamètes 23X ou bien 23Y.
Nous allons juste préciser maintenant que la femme étant homogamétique, donc elle possède 2 X, elle va former des gamètes à 23 X uniquement. L'homme étant hétérogamétique, il possède X et Y, il va former des gamètes soit 23X ou bien 23Y. Tout à l'heure, je disais que Morgan a mis en place la théorie des chromosomes, donc il faut connaître aussi les chromosomes, la chromatide, la chromatine et tout ce qui se passe à l'intérieur. La chromatine, c'est le nuage chromatinien que l'on trouve dans les cellules et dans les noyaux pendant l'état quiescent qu'on appelle l'interphase en général. Le chromosome, c'est la structure chromatinienne qui est plus développée, plus compacte, plus condensée pendant la division cellulaire. Et les 2 chromatides, ce sont celles qui forment le chromosome. La recombinaison génétique, c'est l'échange de matériel génétique pendant la méiose suite à des phénomènes qu'on appelle les crossing over. Les crossing over, ce sont en français les enjambements chromosomiques que l'on voit et qui sont l'expression visible de la recombinaison génétique. Donc l'expression visible de l'échange d'ADN entre les chromosomes paternels et les chromosomes maternels pendant la méiose. Nous avons aussi la notion d'allèle et de gène. Le gène, c'est la structure la plus fine. L'allèle, c'est toute la région qui compose un ensemble de gènes éventuellement qui codent pour la même chose. On dira par exemple les allèles qui codent pour la forme de l'œil, la forme du menton, la couleur des yeux. Nous avons aussi, à côté de cela, le type sauvage et le type mutant qui suit la dominance et la récessivité. Le type sauvage, c'est le phénotype qui prévaut et qui est prédominant dans la nature, comparativement au type mutant. On dira par exemple chez l'espèce humaine une mutation qui donne naissance à l'albinisme, l'absence de pigmentation. C'est un gène rare, récessif, qui apparaît chez les populations humaines. Donc, cette mutation fait en sorte qu'un certain nombre d'individus peuvent apparaître sans coloration, sans pigmentation, notamment de la peau, des cheveux, même de la rétine, des yeux parfois. Et dans ce contexte, nous aurons la dominance, la récessivité, c'est-à-dire un gène dominant empêche l'expression du gène récessif. S'il est récessif, ça veut dire qu'il est petit a par exemple, comparativement à grand A pour celui qui est dominant, ou bien il est de type sauvage A+, petit a+, et de type mutant, petit a tout court. Lorsque petit a en provenance du père rencontre petit a en provenance de la mère, nous avons la possibilité de former un génotype homozygote récessif, donc petit a, et il va exprimer le phénotype récessif. D'où la présence de génotypes qui donnent des phénotypes. Un génotype dominant ou bien un génotype récessif. Et nous avons toujours la coordination avec le caractère homozygote ou le caractère hétérozygote. Comme je l'avais signalé il y a un moment, pour les chromosomes sexuels XX, nous avons la situation d'homozygote et nous avons la situation d'hétérozygote chez les mâles
ou chez les hommes. Lorsque on arrive à la partie de la génétique moléculaire, nous allons rencontrer un autre type de langage, de terminologie. Et on parlera beaucoup de matériel génétique, on parlera beaucoup d'ADN, acide désoxyribonucléique, on parlera de l'acide ribonucléique, l'ARN, on parlera des protéines. On parlera de l'ADN, de sa structure, on parlera des bases azotées, on parlera du code génétique, comment ces bases sont regroupées en trois pour coder pour des acides aminés bien particuliers que l'on retrouve au niveau des protéines. Et de cette façon, on va parler de la transmission de l'information génétique de l'ADN vers l'ARN, vers les protéines, et expliquer comment la protéine représente la partie qui va réaliser le travail au niveau de la cellule, mais ce travail est commandé par le gène, il est commandé par l'ADN. Lorsqu'on parle de génie génétique, on parlera aussi de manipulation génétique. Manipuler génétiquement, c'est modifier génétiquement, d'où la notion d'OGM ou bien organisme génétiquement modifié. À chaque fois qu'on modifie un génome, il va falloir disposer d'un certain nombre d'outils pour le modifier. Vous avez un génome, pour intégrer à l'intérieur de ce génome une séquence d'ADN particulière, il va falloir couper ce génome et insérer la séquence particulière dans ce génome. Ça veut dire qu'il faut disposer d'enzymes de précision qui sont capables de couper le génome et la séquence d'intérêt de la même façon pour qu'elles puissent s'intégrer. Ces enzymes sont appelées des endonucléases. Elles sont appelées aussi des enzymes de restriction parce qu'elles sont restreintes. Elles coupent à des séquences bien particulières de l'ADN. On parlera du séquençage, on parlera de l'hybridation moléculaire, on parlera de la PCR. Le séquençage, ce sont toutes ces méthodes qui ont permis de connaître aujourd'hui, dans le détail, la séquence des nucléotides dans toute l'information génétique contenue par les chromosomes. La PCR, vous avez sûrement entendu parler ces jours-ci, c'est tout simplement un outil de travail qui permet l'amplification de l'ADN et on l'utilise aujourd'hui pour les tests de dépistage du coronavirus et autres virus en général. Mais elle est utilisée pour amplifier des molécules d'ADN que l'on trouve en faible quantité, notamment. On parle donc de bactéries, de virus, comment se répliquent les bactéries. Les bactéries étant des organismes haploïdes et non pas des organismes diploïdes comme l'espèce humaine et les mammifères en général. On va parler de cette diversité génétique, bactéries, virus, mammifères, comment l'ADN ou bien l'information génétique qui se trouve chez les virus est très faible, mais elle est rentabilisée, et par la suite comment elle est organisée en chromosomes chez les espèces évoluées et qu'il n'existe pas de chromosomes chez les virus. Mais au final, ce qui est vrai pour le virus, il est vrai pour la souris et il est vrai pour l'éléphant. C'est ce qu'on dit en général. Pourquoi ? Le code génétique est universel. Les séquences que l'on trouve, les séquences d'ADN que l'on trouve chez les virus, chez les bactéries, chez la souris, chez l'éléphant, chez l'homme, sont
identiques, elles s'expriment de la même façon. Il y a des adénines, des guanines, des cytosines et des thymines partout. Ces ADN sont transcrits en ARN de la même façon partout, à des détails près. Et ces ARN sont traduits en protéines en utilisant le code génétique de la même façon. Voilà, je suis arrivé au terme de cette présentation qui englobe uniquement l'historique de la biologie et un ensemble de généralités que l'on va voir par la suite, notamment la terminologie que l'on va voir au cours de l'enseignement de ce module.